Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Alpes. Voici les titres de ce journal. En Haute-Savoie, un ruisseau pollué par un dépôt sauvage de blé. Il a germé et asphyxie le milieu aquatique. Une association de pêcheurs porte plainte. Le salon de l'immobilier de Grenoble, baromètre du marché. Après la bulle des années 2000-2008, il atterrit et les ventes de logements repartent, aidés par des taux d'intérêt assez bas. Et puis comme tous les dimanches, nous parlerons sport avec vous, Frédéric Lefrançois. On vous écoute pour le programme. Une page des sports ce soir en 2 temps et 3 mouvements avec une large part consacrée aux résultats des équipes de hockey sur glace engagées en Ligue Magnus. Nous aurons aussi évidemment la revue du web. Et puis ce soir, notre dossier sport enclenchera une machine à remonter le temps. Direction le 15e siècle. Nous irons à la découverte des arts martiaux historiques européens en compagnie de passionnés qui pratiquent l'épée longue ou la lutte italienne comme à l'époque. Mais d'abord, c'est demain que s'ouvre devant les assises de la Savoie le procès de Jordan Lenisa, 27 ans, accusé d'avoir exécuté son père et ses 2 frères. Un triple homicide commis à Beauzelle en 2012. Retour sur cette affaire avec Florine Heba. 3 ans ont passé depuis le drame qui s'est déroulé au sein de cette belle demeure. Le 26 juillet 2012, Jordan, le fils aîné de la famille, alors âgé de 24 ans, abattait son père Florent Lenisa, 49 ans, d'une balle dans la tête. Puis ce fut le tour de Victor et Benjamin, ses frères de 7 et 17 ans. Ce même jour, Jordan Lenisa avait aussi attendu le retour de sa mère, sortie faire des achats, pour tenter de l'assassiner elle aussi. Elle était finalement parvenue à fuir et à donner l'alerte. Dans le village savoyard de Beauzelle, tout près de Courchevel, les Lenisa étaient connus pour être une famille sans histoire. Pourtant, les relations semblaient tendues entre Jordan et son père, qui lui reprochait son oisiveté et son addiction aux jeux en ligne. Un père qui l'aurait d'ailleurs menacé de lui couper les vivres dès la fin de l'été s'il ne trouvait pas d'emploi. Aujourd'hui encore, nul ne sait vraiment ce qui a fait basculer le jeune homme dans l'horreur. Plusieurs pistes ont été évoquées, un possible complexe d'infériorité face à son père ou à ses frères, un sentiment d'abandon ou encore un état dépressif. Jordan Lenisa affichait pourtant de longue date un profil inquiétant avec à son actif plusieurs tentatives de suicide, 3 séjours en milieu psychiatrique et une condamnation pour agression sexuelle en Réunion en 2008. À l'époque des faits, aucun argument n'avait cependant convaincu les experts d'une quelconque irresponsabilité. À ce jour, de nombreuses questions demeurent quant au mobile du jeune homme. Aujourd'hui âgé de 27 ans, Jordan Lenisa risque la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat et tentative d'assassinat. En Haute-Savoie, les pêcheurs de l'Albanais sont en colère. Ils s'insurgent contre un dépôt sauvage de blé dans le ruisseau du Parment à Moy. Constaté au mois d'août, l'acte est probablement celui d'un agriculteur peu scrupuleux. Une pratique nocive qui pollue et détruit l'écosystème. Marion Feutry, Christian Mathieu. Un ruisseau asphyxié par des quantités de blé. Voici le spectacle constaté au mois d'août par des pêcheurs dans le Parment. Depuis, l'heure est au combat contre cet acte de pollution. Le départ du déversement, en fait, c'est beaucoup plus haut et on voit le restant de la coulée là, qui a germé. Ouais, la traînée verte. Ah, la traînée verte, ouais. Pour les pêcheurs, pas de doute, ce dépôt sauvage est le fait d'un agriculteur indélicat. Ce qui est plus grave surtout, c'est qu'au-delà du déversement qui est interdit, donc qui est sanctionnable, il y a aussi le fait que le blé est resté dans le cours d'eau et du coup il s'est décomposé au fil de l'eau tranquillement et en fait sur plus d'1 kilomètre à l'aval a complètement fait disparaître toute vie aquatique. Sur plusieurs centaines de mètres, plus de truites fario, plus d'écrevisses à pattes rouges ni à pieds blancs et des conséquences à long terme encore inconnues. De son côté, l'association des pêcheurs a déposé plainte. On voit encore, on voit tu vois, le blé, les grains de blé. Voilà, on le voit partout, donc ils sont toujours là, donc ils vont continuer à fermenter. Et là, c'est une pollution aujourd'hui ici. Si on ne fait rien, la semaine prochaine, il y en a une autre ailleurs, et ainsi de suite. Donc nous, notre action, c'est vraiment d'être vigilants par rapport à ça, et de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible, et que les gens prennent conscience qu'il faut prendre soin des milieux. Ce n'est pas uniquement aux pêcheurs de prendre soin des milieux, mais tout le monde, en particulier les agriculteurs. Saisie du dossier, la police de l'eau mène l'enquête, mais il faudra du temps pour que la nature reprenne ses droits. Politique, à 2 mois des élections régionales, la campagne s'intensifie. Chacun à leur tour, les différents partis présentent leur tête de liste dans les 12 départements et la métropole lyonnaise. Hier, le Front National et Christophe Boudot ont choisi Parigny dans la Loire pour se mettre en ordre de bataille. Le compte est bon, ils ont leurs 204 potentiels conseillers régionaux. Sophie Valzecchi, Bertrand Tang. Sophie Robert, seule candidate au régional, à la table d'honneur. Peut-être parce qu'elle est l'unique femme à conduire une liste, celle de la Loire. Le Front National a présenté 12 des 13 têtes de liste départementales.
Manque celle du Cantal, le parti dit ne pas avoir encore tranché. Mais le FN se déclare prêt pour la campagne. Une campagne lancée officiellement dans la Loire par Christophe Boudot, le leader régional, candidat dans la métropole lyonnaise. Aujourd'hui, le parti de Marine Le Pen compte 15 conseillers régionaux sortants, essentiellement en Rhône-Alpes, aucun en Auvergne. Mais pour le FN, c'est loin d'être un handicap. L'Auvergne n'est pas une terre de mission puisque nous sommes arrivés en tête en Auvergne pendant les élections européennes de 2014. Donc nous fondons de gros espoirs sur l'Auvergne aussi, qui nous apportera une quantité impressionnante de candidats aussi pour la nouvelle région. Je crois que nous aurons, si nous ne gagnons pas la région, nous aurons au moins 40 ou 50 élus, dont une dizaine en Auvergne, au moins. Le parti annonce avoir trouvé les 204 candidats nécessaires pour ces élections régionales Auvergne-Rhône-Alpes. Bruno Gollnisch est venu, dit-il, soutenir la nouvelle génération frontiste. Le député européen, soutien indéfectible de Jean-Marie Le Pen, n'est pas candidat. Cet article à découvrir sur notre site internet alpes.france3.fr. Il a neigé sur les cols de l'Iseran et du Galibier. Le col de l'Iseran est d'ailleurs fermé à la circulation. Les autorités réitèrent leur conseil de prudence. Pour franchir les cols, pensez à vous équiper. À Alpexpo, le 28e salon de l'immobilier de Grenoble. Après la bulle des années 2000-2008, le marché atterrit et les ventes difficiles ces dernières années repartent grâce à des taux toujours attractifs. Les centres-villes restent très recherchés. Grégory Lespinasse, Cédric Picot. C'est un peu la question qu'on se pose à chaque fois que l'on parle d'immobilier. Est-ce le moment d'acheter ? C'est quelque chose d'individuel, en fonction des projets personnels des gens. Il y a toujours des bons moments et des mauvais moments. Oui, c'est le moment d'acheter. C'est pas le moment de vendre, parce qu'on a une maison à vendre, donc ça va être un peu plus compliqué. Mais enfin bon, c'est bien le moment d'acheter. Ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans qu'on dit que c'est le moment d'acheter. Aujourd'hui, les volumes de transactions repartent à la hausse. Ils sont repartis à la hausse d'ailleurs dès le 2e trimestre, parce que les gens ont bien compris que ce marché aujourd'hui était devenu cohérent, que les prix correspondait à une réalité économique et puis aussi une réalité physique par rapport à la qualité des biens que l'on retrouve sur le marché. Donc oui, c'est le moment d'acheter. Les prix ne vont pas baisser bien évidemment au-delà des planchers que l'on connaît actuellement. Après la folie des années 2000, puis une forte baisse au début des années 2010, le marché immobilier a atterri en douceur. En Isère, un frémissement s'est fait sentir, même s'il n'a pas profité à tous de la même manière. Ce marché en termes au niveau des taux, je dirais, a été plus bénéfique pour des gens qui avaient déjà une revente. Donc des gens qui en moyenne avaient effectivement 40 ans, on va dire. Là, ils ont pu faire de bonnes opérations parce que les taux étaient très très bas. Malheureusement, en termes de primo-accédants, ces dernières années, ça a été vraiment très, très difficile. Recours administratif, abandon de projet. Sur l'agglomération grenobloise, la construction de bâtiments neufs est en panne. Et en centre-ville, le mètre carré se négocie autour de 3 500 à 4 000 euros. Reste alors la deuxième ceinture. On a des immeubles au-delà du centre-ville, dans la deuxième couronne, etc., des immeubles des années 50, des années 60, des années 70, où les prix sont beaucoup plus abordables que l'hypercentre. Mais ce sont des immeubles qu'il ne faut pas négliger et je pense qu'effectivement c'est un véritable enjeu pour l'agglomération grenobloise dans les prochaines années, c'est de donner une deuxième vie à ces immeubles. Et d'ailleurs les pouvoirs publics l'ont parfaitement compris puisque les opérations initiées par les métropoles comme l'opération notamment Murmure contribuent énormément à la réhabilitation de ces immeubles anciens. L'immobilier, un marché qui bouge tous les 6 mois. Alors, mauvais calcul ou pas, à vous de décider. On passe au sport avec d'abord en hockey, la 3e journée de Ligue Magnus et Grenoble tout sourire, Frédéric. Effectivement, les hockeyeurs grenoblois ont la banane depuis hier soir et c'est bien normal car ils ont réalisé une très belle partie face à Amiens. Emmenés par un capitaine chouinard de feu, les grenoblois ont inscrit la bagatelle de 7 buts. Le résumé du match, Florine Eba et Johan Etienne. Une première victoire à domicile qui fait du bien. Après s'être fait sortir prématurément en Coupe de la Ligue, les Brûleurs de Loup ont fini la semaine sur une bonne note. 7 buts à 4 contre Amiens. Pourtant, on peut dire que dans la première période, le doute était perceptible. Même si les Isérois faisaient clairement le jeu, la chance a souri à l'adversaire. Grenoble rentre au vestiaire mené au score 0-2. Je pense qu'au première période, on était encore on doutait un peu les choses qu'on faisait. C'était pas super. Oui, on a parlé tout de suite après le match jeudi. Il faut vite oublier. Puis je pense que c'est derrière nous. Là, c'est championnat, Coupe de France, puis on va se concentrer sur ça. Le message est passé 5 sur 5. En seconde période, Pôle Sud retrouve son capitaine.
L'attaquant québécois Eric Chouinard a enfin brisé le mauvais sort de son début de saison sans aucun but. Il enchaîne 1, 2 et 3 buts en moins de 10 minutes. Ce soir, j'ai senti que mes deux compagnons de trio voulaient m'aider, voulaient que ça débloque pour moi. Puis ça, c'est des choses que tu veux voir de tes coéquipiers. Puis j'ai vraiment apprécié jouer avec Sébastien Gauthier et Peter Kalus. Alors, c'était un match plaisant. Maintenant, on tourne la page et puis on essaie de bâtir là-dessus. Ouverture des compteurs en fanfare pour Eric Chouinard qui entraîne ses coéquipiers dans son sillage. Arty, Labrec et Kalus, auteurs d'un but chacun, creuseront l'écart pour mener 6-3 à la fin d'un deuxième tiers libérateur. Il faut encore une fois être capable de faire les efforts dans les deux sens de la patinoire. Et ce deuxième tiers nous a prouvé qu'on est capable de le faire et que si tout le monde rentre dans le système de jeu et fait les efforts, ça paye derrière immédiatement. Objectif désormais pour les brûleurs de loups, confirmé. Prochaine occasion à saisir samedi à Angers. Chamonix et Morzine-Avoriaz-Léger jouaient également hier soir. Vilain bilan pour les deux équipes de Haute-Savoie puisqu'elles ont connu la défaite. 0-3 pour les Chamois face au Duc d'Angers. 2-3 après prolongation pour les Pingouins face à d'autres Ducs, mais cette fois ceux de Dijon. Et puis pour être complet et avant de refermer cette page hockey, nous allons jeter un coup d'œil sur le classement après 3 journées de Ligue Magnus pour voir que si Grenoble est sur le podium 3e avec 2 victoires et 1 défaite, c'est plus compliqué pour Chamonix, 11e, 2 défaites, 1 victoire et Morzine-Avoriaz-Léger 13e et avant-dernier, 3 matchs, 3 défaites. Le dossier sport de cette semaine avec ce soir une vraie découverte, les arts martiaux européens médiévaux. Intéressant. Oui, car contrairement à ce qu'on pourrait croire, les arts martiaux n'appartiennent pas exclusivement à l'Asie. On les pratique également en Europe et ce depuis le Moyen-Âge. Des passionnés les ont redécouverts et les pratiquent aujourd'hui en s'appuyant sur des manuscrits qui nous ramènent au XVe siècle. On se base sur des textes ou sur des récits qui nous sont parvenus du Moyen-Âge directement. Donc il y a des textes des auteurs allemands ou italiens qui sont les plus exploités dans notre discipline. Et on essaye de retrouver la gestuelle martiale à partir de certaines iconographies ou de certaines explications de techniques. Avec les murs du château de Bon Repos comme témoins, ils sont une petite dizaine une fois par semaine à redonner vie aux arts martiaux historiques européens. Au programme, l'épée longue, version en bois ou métal sécurisée pour les combats. Version acier super aiguisée pour l'exercice de coupe sur bloc d'argile. N'allez pas croire que c'est facile, la réussite ne tient qu'à un fil. Le plus difficile, c'est que pour qu'une épée coupe, il faut que la trajectoire soit bien circulaire et la plus plate possible. C'est-à-dire que si vous allez taper à un moment avec le plat de l'épée va rester coincée dans le bloc d'argile. La puissance d'un chevalier teuton n'est donc pas l'unique condition pour bien tailler avec son épée. D'ailleurs ici, on se bat contre l'idée que médiéval rime obligatoirement avec brutal. On a vraiment un travail extrêmement subtil, contrairement à ce qu'on pense, particulièrement sur ce qu'on appelle donc le liage, la partie où les deux épées sont en contact. On a 3 phases qui sont décrites dans les manuscrits. En fait, 3 sensations que vont avoir les deux protagonistes dans les mains. C'est si l'adversaire est fort, s'il est normal et s'il est faible. Et en fonction de ce ressenti, le combattant enchaînera différentes actions pour prendre l'avantage sur son adversaire. Et pour arriver à ses fins, l'art martial médiéval est plein de surprises. Même avec une épée longue, il y a du corps à corps, à main nue. Et sur des mouvements techniques, où quand la distance va être très proche, comme ici, à la place de vouloir rester focalisé sur mon épée, je vais pouvoir faire des rentrées en lutte. Donc par exemple, placer sous mon épée, me ceinturer, placer mes jambes. Et le projeter au sol pour le désarmer, pour le mettre à mort après. Épée, lance, dague, le Moyen-Âge s'est intéressé à tous les types de combats. La lutte n'y échappe pas. Là encore, c'est en s'appuyant sur des textes et des images que nos spécialistes ont redonné vie à ces pratiques qui n'ont rien à envier aux arts martiaux asiatiques. Je vais avoir ma jambe qui va être derrière sa cuisse pour verrouiller le bassin dans une certaine direction. Je m'assure qu'il ne puisse pas s'en aller. Une fois que j'ai verrouillé le bassin dans cette position-là,
Je vais aller travailler sur le menton, sur le bas du visage. Je vais le tourner ici pour faire une torsion de la colonne vertébrale. Quasiment enterrés, en tout cas ignorés pendant de longues années, les arts martiaux historiques européens reviennent peu à peu sur le devant de la scène. Et aujourd'hui, on compte plus d'une centaine de clubs. Pour le Moyen-Âge, c'est plus qu'une reconnaissance, c'est une véritable renaissance. Alors si ce reportage a aiguisé votre curiosité et que vous voulez en savoir encore plus, direction Internet et plus précisément le site du PIM dont l'adresse s'affiche sur votre écran. Vous y trouverez sur ce site des tas d'articles, des liens, des adresses, des forums et plein de contacts si vous avez envie d'en savoir plus sur les arts martiaux historiques européens. On enchaîne avec la revue du web et beaucoup de choses très différentes cette semaine. Notre traversée dominicale de l'Internet avec effectivement des vidéos consacrées au sport. Alors ce soir, il va y avoir une délicieuse vieillerie, du vélo à la mode Léo et le reste à découvrir dans la foulée. Parfois, on se demande pourquoi les jeunes font des trucs bizarres. Une des réponses est que c'est génétique. Ces images en noir et blanc ou aux couleurs fanées nous rappellent que les parents ont vraiment donné l'exemple. C'est clair, entre les courses de scooter des neiges façon baignoire motorisée, le ski jogging derrière canoë, la voile sur glace et la planche à voile sur neige, ils ont vraiment de qui tenir. Quand Léo fait du vélo, ça donne ça. Léo, c'est Léo Nobile, le rider savoyard. Pour sa dernière vidéo, il nous embarque sur des spots régionaux. Annecy, Grenoble, Chambéry, Genève, c'est un catalogue de lignes et de tricks aux petits oignons. En pleine nature ou plus béton, Léo Nobile envoie du lourd tout en restant très aérien. Normalement, le parcours se pratique à pied, mais cette version-là, c'est la version papier. Parcours papier bien plié qui se déploie du bout des doigts. De case en case, notre runner s'éclate, s'accroche, saute et grimpe. Enchaîne sans peine, d'un trait, sans tomber, comme en vrai. Et on se quitte avec notre clin d'œil hebdomadaire à la Coupe du Monde de rugby. Après les talentueux néo-zélandais à l'entraînement, voici deux phénomènes qui ne se prennent pas au sérieux pour 2 sous. Pas un plaquage, pas une chandelle, mais une ribambelle de jonglerie à la sauce Ovalie. Voilà, fin de la connexion. Bonne semaine sur vos claviers et à plus tard. Et on termine cette page sport avec l'affiche. Et l'affiche que nous vous conseillons pour la semaine prochaine est une affiche européenne et handballistique. Avec le premier match de Chambéry en Coupe EHF, les Savoyards affronteront une équipe slovaque. Alors j'espère que j'ai bien le prononcé, l'Ovek, qui a terminé 2e de son championnat l'année dernière. Le match, c'est dimanche prochain à 18 h au Phare. C'est noté. Merci Frédéric. Allez, une autre découverte pour finir. On part à Voiron, dans un lieu totalement insolite, la théorie des espaces courbes, le TEC, un centre d'art contemporain créé par un artiste et qui organise sa biennale jusqu'au 17 octobre. Jean-Christophe Pain, Anne Ployard. C'est l'histoire d'un garage qui avait fait naufrage. L'art l'a ressuscité. Un beau jour, un artiste s'y est installé et la TEC, la théorie des espaces courbes, est née. On n'est pas dans le business, même si les artistes ont besoin de vivre. On est sur une expression artistique, on est sur un lieu d'échange, de rencontre, de convivialité. Et le rayonnement de la TEC, il va en-delà du Voironnais. La TEC, c'est un centre d'art rare, de large volume que l'artiste, pour exposer, doit investir de tous côtés. À la TEC, il peut même travailler, vivre, résider et créer des œuvres in situ, c'est-à-dire à ce lieu spécialement dédié.
Et puis la Tech est indépendante. C'est une association sans subvention qui vit des dons de ses adhérents. Hier soir, ils étaient très nombreux pour lancer l'exposition. C'est une manière de s'affranchir aussi et de garder une certaine liberté. Donc c'est un fonctionnement associatif. C'est une association qui regroupe, on va dire, depuis hier, depuis cet événement, un peu plus de 200 adhérents. Vous aussi pouvez adhérer à la Tech. L'expo-vente est ouverte jusqu'au 17 octobre. Les œuvres coûtent de 30 à 35 000 euros. 2 tiers des recettes vont aux artistes, 1 tiers à l'association. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, puis l'édition nationale consacrée aux intempéries sur la Côte d'Azur. Il y a 17 morts et 4 disparus. Voilà, dans les Alpes, vous retrouverez demain à cette même place pour le journal de midi Pauline Allo, puis Jean-Christophe Solari à 19h. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt.